Imaginez la scène. Nous sommes en 1220, dans la cité florissante de Boukhara, l'une des plus grandes métropoles du monde islamique. Cette ville de 300 000 âmes est un joyau de civilisation. Ses bibliothèques regorgent de manuscrits précieux. Ses mosquées s'élèvent vers le ciel avec une grâce architecturale qui fait l'envie de tout l'Orient. Ses marchés débordent de soieries, d'épices, d'or et de porcelaine venus de Chine, d'Inde et de Perse. Les savants y débattent de philosophie et de mathématiques. Les poètes y récitent des vers qui seront encore lus dans 1000 ans. C'est un centre de culture, de commerce et de foi, un phare de la civilisation humaine. Et puis, un matin, les sentinelles sur les murailles aperçoivent quelque chose à l'horizon. Un nuage de poussière. Puis un autre. Puis des dizaines, des centaines. Le sol commence à trembler sous le martèlement de sabots innombrables. Des cavaliers émergent de la poussière, des milliers, des dizaines de milliers, une marée humaine montée sur des chevaux trapus aux crinières hirsutes. Ils ne ressemblent à rien de ce que les habitants de Boukhara ont jamais vu. Leurs visages sont plats, leurs yeux bridés, leurs armures faites de cuir et d'écailles de fer. Ils ne portent pas de bannières somptueuses, pas de trompettes dorées. Ils avancent en silence, avec la discipline terrifiante d'une meute de loups encerclant sa proie. À leur tête chevauche un homme d'une 60aine d'années, le visage tanné par le vent des steppes, les yeux gris-verts qui semblent voir à travers les murailles de pierre. Il s'appelle Temujin, mais le monde le connaît sous un autre nom, Gengis Khan, le souverain universel, le fléau de Dieu, le conquérant le plus impitoyable que la terre ait jamais porté. Il regarde Boukhara avec l'expression d'un homme qui contemple un fruit mûr prêt à être cueilli. Dans quelques jours, cette ville magnifique n'existera plus. Ce qui se passa ensuite dépasse l'entendement. Les Mongols prirent Boukhara en moins de 2 semaines. La garnison fut massacrée jusqu'au dernier homme. Les habitants furent rassemblés hors des murs, triés comme du bétail. Les artisans, les ingénieurs, les scribes furent épargnés et déportés pour servir l'Empire. Les jeunes femmes furent distribuées aux soldats. Les hommes valides furent enrôlés de force pour servir de boucliers humains lors du prochain siège. Le reste, les vieillards, les enfants, les malades, tous ceux qui n'avaient pas de valeur aux yeux des conquérants, furent passés au fil de l'épée. Les chroniqueurs musulmans décrivent des rivières de sang coulant dans les rues pavées. Ils décrivent des pyramides de têtes coupées s'élevant au carrefour. Ils décrivent Gengis Khan entrant dans la grande mosquée à cheval, renversant les coffres contenant le Coran, et déclarant aux survivants terrorisés, « Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu ne m'aurait pas envoyé contre vous. » Cette scène, ou des variations de cette scène, se répéta des centaines de fois à travers l'Asie et l'Europe de l'Est au cours du XIIIe siècle. Des villes entières furent rayées de la carte. Des populations entières furent exterminées ou déplacées. Des civilisations qui avaient prospéré pendant des siècles furent anéanties en quelques semaines. Les estimations modernes suggèrent que les conquêtes mongoles causèrent la mort de 40 à 60 millions de personnes, peut-être plus. À une époque où la population mondiale n'atteignait pas 500 millions d'âmes, cela représentait entre 10 et 15% de l'humanité entière. En termes proportionnels, aucune guerre, aucune peste, aucune catastrophe dans l'histoire humaine n'a été aussi meurtrière. Et pourtant, de cette destruction apocalyptique émergea quelque chose d'extraordinaire. Le plus grand empire contigu que le monde ait jamais connu. À son apogée, l'empire mongol s'étendait de la péninsule coréenne à la Pologne, de la Sibérie au golfe Persique. Il englobait la Chine, la Perse, la Russie, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, et touchait les frontières de l'Inde et de l'Europe occidentale. Plus de 100 millions de personnes, parlant des dizaines de langues, pratiquant des dizaines de religions, vivaient sous la domination d'un peuple qui, quelques décennies plus tôt, n'était qu'une collection de tribus nomades se battant entre elles pour le contrôle de pâturage dans les steppes glaciales de Mongolie. Comment est-ce possible ? Comment un peuple sans ville, sans écriture, sans agriculture, sans aucune des caractéristiques que nous associons à la civilisation, a-t-il pu conquérir les plus grandes puissances de son temps ? Et comment cet empire colossal, bâti avec tant de sang et de génie, a-t-il pu s'effondrer aussi rapidement qu'il s'était élevé ? C'est l'histoire que nous allons explorer aujourd'hui. C'est l'histoire de Gengis Khan et des Mongols, l'histoire de la plus grande ascension et de la plus grande chute de l'histoire militaire mondiale. Avant de plonger dans ces récits de conquête et de destruction, si vous aimez explorer les vérités cachées de l'histoire, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. Pour comprendre l'ascension des Mongols, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel ils vivaient, un monde que les civilisations sédentaires de Chine, de Perse ou d'Europe ne comprenaient pas et méprisaient profondément. Les steppes eurasiennes forment une immense bande de prairies qui s'étend de la Hongrie à la Mandchourie, sur plus de 8000 km. C'est un environnement brutal, caractérisé par des hivers glaciaux où les températures peuvent descendre à -40 degrés,
des étés brûlants, des vents incessants, et une aridité qui rend l'agriculture impossible dans la plupart des régions. Pour les peuples sédentaires qui vivaient au sud de cette zone, dans les vallées fertiles de la Chine ou de la Mésopotamie, les steppes étaient un no man's land, un désert de verdure peuplé de barbares arriérés vivant comme des animaux. Cette perception était à la fois arrogante et dangereusement erronée. Les nomades des steppes avaient développé un mode de vie parfaitement adapté à leur environnement, un mode de vie qui leur conférait des avantages militaires que les civilisations sédentaires mettraient des siècles à comprendre. La clé de tout était le cheval. Les peuples des steppes ne montaient pas simplement à cheval, ils vivaient à cheval. Les enfants apprenaient à monter avant même de savoir marcher. Ils passaient tellement de temps en selle que leurs jambes devenaient arquées, adaptées à la position équestre. Ils mangeaient à cheval, dormaient à cheval, combattaient à cheval. Le cheval n'était pas un outil pour eux, c'était une extension de leur corps. Les chevaux mongols eux-mêmes étaient des créatures extraordinaires. Petits, trapus, apparemment moins impressionnants que les destriers des chevaliers européens ou les chevaux arabes élancés, ils possédaient des qualités qui les rendaient infiniment supérieurs pour la guerre des steppes. Ils étaient incroyablement résistants, capables de parcourir des distances énormes avec peu de nourriture et d'eau. Ils pouvaient gratter la neige avec leurs sabots pour trouver de l'herbe en plein hiver, une compétence que les chevaux domestiqués des civilisations sédentaires avaient perdue. Chaque guerrier mongol voyageait avec plusieurs chevaux, généralement 4 ou 5, changeant de monture régulièrement pour maintenir leur fraîcheur. Cette redondance permettait aux armées mongoles de couvrir des distances que leurs ennemis jugeaient impossibles. Des marches de 100 km par jour, maintenues pendant des semaines, étaient courantes. Les armées mongoles apparaissaient là où on ne les attendait pas, frappaient avant que l'ennemi puisse réagir, puis disparaissaient dans les steppes comme des fantômes. Mais les steppes au XIIe siècle n'étaient pas unifiées. Loin de là. Elles étaient fragmentées en dizaines de tribus et de clans qui se faisaient la guerre perpétuellement. Les Mongols proprement dits n'étaient qu'une de ces tribus, et pas la plus puissante. Ils partageaient les steppes avec les Tatars, les Merkites, les Némans, les Kéraïtes, et bien d'autres groupes, chacun avec ses propres chefs, ses propres alliances, ses propres vendettas. La vie dans les steppes était une guerre civile permanente, une compétition darwinienne pour les pâturages, le bétail et la survie. Les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des circonstances. La trahison était monnaie courante. Seuls les plus forts, les plus rusés, les plus impitoyables survivaient. C'est dans ce monde de violence et d'incertitude que naquit, vers 1162, un enfant qui allait changer le cours de l'histoire mondiale. Son nom de naissance était Temujin. Selon la légende, il vint au monde en serrant dans son poing un caillot de sang, un présage que les chamans interprétèrent comme le signe d'un grand destin guerrier. Son père, Yesugei, était un chef de clan modestement puissant, descendant d'une lignée aristocratique mongole. Sa mère, Eulune, avait été kidnappée par Yesugei lors d'un raid sur une autre tribu, une pratique courante dans les steppes où les femmes étaient considérées comme un butin de guerre légitime. Temujin était donc le fils d'un ravisseur et d'une captive, né dans la violence et élevé dans un monde où la force était la seule loi. L'enfance de Temujin fut marquée par une tragédie qui façonna son caractère pour toujours. Quand il avait environ 9 ans, son père Yesugei fut empoisonné par des Tatars lors d'un banquet. C'était un acte de vengeance pour d'anciennes offenses, une illustration de la nature cyclique de la violence tribale. La mort de Yesugei fut une catastrophe pour sa famille. Dans la société des steppes, un clan sans chef fort était une proie facile. Les alliés de Yesugei, voyant qu'il n'y avait plus rien à gagner à soutenir sa veuve et ses enfants, les abandonnèrent. Le clan se dispersa, laissant Eulune seule avec ses fils et ses beaux-fils dans les steppes hostiles. Ce qui suivit furent des années de misère absolue. Eulune et ses enfants furent réduits à l'état de vagabonds, chassant des marmottes et des rats pour survivre, cueillant des racines et des baies sauvages, constamment menacés par des tribus hostiles et des bandes de pillards. Ils vivaient dans la peur permanente, traqués comme des animaux. Cette expérience d'abandon et de dénuement marqua profondément le jeune Temujin. Elle lui enseigna que le monde était cruel et que la seule façon de survivre était d'être plus cruel encore. Elle lui apprit à ne jamais faire confiance à personne, car ceux qui vous semblent alliés aujourd'hui vous abandonneront demain dès que les circonstances changeront. Elle lui inculqua une détermination féroce à ne plus jamais être faible, à ne plus jamais être à la merci des autres. Un épisode de cette période illustre parfaitement le caractère qui se forgeait chez le jeune Temujin. Il avait un demi-frère aîné nommé Bekter, fils d'une autre épouse de Yesugei. Bekter, en tant qu'aîné, revendiquait une autorité sur la famille et accaparait une part disproportionnée de la nourriture rare. Des tensions éclatèrent entre les demi-frères. Un jour, après une dispute concernant un poisson et un oiseau que Temujin et son frère Khazar avaient chassé et que Bekter leur avait confisqué, Temujin prit une décision terrifiante. Avec Khazar, il tendit une embuscade à Bekter et le tua à coups de flèche. Temujin avait environ 13 ou 14 ans. C'était son premier meurtre, et il concernait son propre sang. Quand Eulune apprit ce que ses fils avaient fait, elle entra dans une rage folle.
Elle les traita de destructeurs, de bêtes sauvages, leur rappelant qu'ils n'avaient pas d'autres alliés que leurs propres frères et qu'ils venaient de détruire cette alliance. Mais le mal était fait. Temujin avait montré qu'il était capable de tuer pour obtenir ce qu'il voulait, même au sein de sa propre famille. Cette volonté de recourir à la violence extrême pour éliminer les obstacles serait la marque de sa carrière future. Les historiens débattent encore de la signification de cet acte. Était-ce un crime impulsif commis par un adolescent affamé et en colère? Ou était-ce un calcul froid visant à éliminer un rival potentiel pour le leadership familial? Probablement un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que Temujin ne regretta jamais ce meurtre. Il ne montra jamais de remords. Becter était un obstacle, et les obstacles devaient être éliminés. Les années suivantes virent l'ascension progressive de Temujin de fugitif misérable à chef de guerre redouté. Le processus fut lent, marqué par des alliances stratégiques, des trahisons, des défaites et des victoires. Temujin possédait plusieurs qualités qui le distinguaient des autres chefs de guerre des steppes. D'abord, il avait un charisme naturel, une capacité à inspirer une loyauté féroce chez ceux qui le suivaient. Les hommes qui se joignaient à lui ne le faisaient pas seulement par intérêt, mais parce qu'ils croyaient en lui personnellement. Ensuite, il avait une mémoire exceptionnelle pour les loyautés et les trahisons. Il n'oubliait jamais ceux qui l'avaient aidé dans ses heures sombres, et il les récompensait généreusement quand il en avait le pouvoir. Mais il n'oubliait jamais non plus ceux qui l'avaient trahi ou abandonné, et sa vengeance était terrible. Sa première alliance importante fut avec Togrul, le camp des Kéraïtes, une tribu puissante qui avait été alliée à son père Yézugé. Temujin se plaça sous la protection de Togrul, lui offrant sa loyauté en échange de soutien militaire. Avec l'aide des Kéraïtes, il commença à reconstruire le clan de son père, attirant des guerriers qui voyaient en lui un chef prometteur. Il fit également alliance avec un ami d'enfance nommé Jamuka, un aristocrate mongol avec lequel il avait juré fraternité de sang dans leur jeunesse. Ensemble, Temujin et Jamuka remportèrent plusieurs victoires contre leurs ennemis communs. Mais les alliances des steppes étaient fragiles. Temujin et Jamuka finirent par devenir rivaux. Les sources ne sont pas claires sur les raisons exactes de leur rupture, mais elle était probablement inévitable. Deux hommes aussi ambitieux ne pouvaient pas coexister indéfiniment. Ils voulaient tous deux le pouvoir suprême, et il n'y avait de place que pour un seul au sommet. Leur rivalité déclencha des années de guerre civile parmi les tribus mongoles, une guerre que Temujin finit par gagner grâce à une combinaison de génie militaire, de brutalité impitoyable et de chance pure. La victoire décisive vint en 1206, quand Temujin avait vaincu ou soumis tous ses rivaux. Les Tatars, qui avaient empoisonné son père, furent exterminés jusqu'au dernier homme de plus d'un certain nombre de centimètres de hauteur, mesuré par rapport à l'axe d'un chariot. Les Merkites, qui avaient kidnappé sa femme Burt dans sa jeunesse, furent anéantis. Les Némans furent écrasés. Jamuka lui-même fut capturé et exécuté, bien que Temujin lui ait offert la possibilité de le rejoindre. Togrul des Kéraïtes, qui s'était retourné contre son ancien protégé, fut vaincu et tué. À la fin de cette longue guerre, Temujin était le maître incontesté des steppes mongoles. Cette année-là, un grand Kurulté, une assemblée de tous les chefs et nobles mongols, se réunit sur les rives de la rivière Onon. Devant cette assemblée, Temujin fut proclamé Gengis Khan, un titre dont la signification exacte est encore débattue par les historiens. Certains le traduisent par souverain océanique, suggérant une autorité aussi vaste que les mers. D'autres proposent souverain universel ou empereur suprême. Quelle que soit l'étymologie, le message était clair, Temujin n'était plus un chef parmi d'autres. Il était le chef de tous les Mongols, et bientôt, il serait le chef du monde. Mais devenir Gengis Khan n'était pas seulement une question de titre. C'était une révolution. Gengis Khan ne se contenta pas de conquérir les tribus mongoles. Il les transforma. Il créa quelque chose de nouveau, une nation là où il n'y avait eu qu'une collection de clans en guerre. Et les innovations qu'il introduisit expliquent en grande partie pourquoi les Mongols purent accomplir ce qu'aucun peuple nomade n'avait accompli avant eux. La première et la plus importante de ces innovations était la méritocratie. Dans la société traditionnelle des steppes, comme dans presque toutes les sociétés prémodernes, la naissance déterminait le destin. Les fils de nobles étaient nobles. Les fils d'esclaves étaient esclaves. Les positions de commandement allaient aux membres des lignées aristocratiques, indépendamment de leurs compétences personnelles. Gengis Khan bouleversa ce système. Il promut les hommes sur la base de leur talent et de leur loyauté, pas de leur naissance. Ses généraux les plus célèbres, ceux qui conquirent des empires en son nom, n'étaient pas des princes de sang. Subuté, peut-être le plus grand stratège militaire de l'histoire, était le fils d'un forgeron. Gébé, un autre commandant légendaire, avait commencé comme ennemi de Gengis Khan et avait failli le tuer d'une flèche avant de se rendre et de se joindre à lui. Mukhali, qui conquit une grande partie de la Chine du Nord, était issu d'une famille de serviteurs. Cette méritocratie avait un double effet. D'une part, elle permettait aux Mongols de tirer le meilleur parti de leur capital humain,
plaçant les hommes les plus compétents au poste où ils pouvaient faire le plus de bien. D'autre part, elle créait une loyauté intense envers Gengis Khan personnellement. Les hommes qui l'élevaient lui devaient tout. Leur statut, leur pouvoir, leur richesse venaient de lui et de lui seul. S'il tombait, ils tomberaient avec lui. Cette dépendance personnelle créait un dévouement fanatique que les aristocraties traditionnelles, avec leur réseau de loyauté concurrente, ne pouvaient égaler. La deuxième grande innovation était la réorganisation de l'armée selon le système décimal. Gengis Khan brisa les anciennes structures tribales et réorganisa tous les Mongols en unités militaires standardisées. La plus petite unité était l'Arban, un groupe de 10 hommes. 10 Arbans formaient un Zuin, soit 100 hommes. 10 Zuins formaient un Mingan, 1000 hommes. Et 10 Mingans formaient un Tuman, 10 000 hommes. Les hommes étaient assignés à ces unités indépendamment de leurs affiliations tribales d'origine. Un Arban pouvait contenir des guerriers de 5 clans différents, forcés de vivre et de combattre ensemble jusqu'à ce qu'ils deviennent une nouvelle famille. Ce système avait plusieurs avantages. Il brisait les loyautés tribales qui avaient causé tant de guerres civiles dans le passé. Les hommes ne pouvaient plus se regrouper selon leurs anciennes allégeances pour conspirer contre le camp. Ils étaient mélangés, dispersés, leurs anciens réseaux détruits. Le système facilitait également le commandement et le contrôle. Les ordres pouvaient être transmis rapidement et efficacement le long de la chaîne hiérarchique. Chaque commandant savait exactement combien d'hommes il avait sous ses ordres et ce qu'on attendait de lui. La discipline était maintenue par une responsabilité collective brutale. Si un homme fuyait le combat, tout son Arban était exécuté. Si un Arban fuyait, tout le Zuin était puni. Cette pression du groupe garantissait que les hommes se battraient jusqu'à la mort plutôt que de fuir et de condamner leurs camarades. La troisième innovation était le Yaza, le code de loi que Gengis Khan imposa à tous les Mongols. Le contenu exact du Yaza est mal connu, car il n'en existe pas de copie complète survivante. Mais les fragments qui nous sont parvenus et les descriptions des chroniqueurs nous donnent une idée de sa nature. Le Yaza réglementait presque tous les aspects de la vie mongole. Il imposait une discipline militaire stricte. Il interdisait certaines pratiques comme le vol entre Mongols, le mensonge devant un tribunal, ou l'adultère. Il établissait des règles pour la succession au trône et le partage du butin. Il accordait une tolérance religieuse remarquable, interdisant la persécution des croyants de toutes les religions. Et il punissait les infractions avec une sévérité terrifiante. La plupart des crimes étaient punis de mort. Même des offenses mineures selon nos standards, comme uriner dans l'eau courante, pouvaient valoir l'exécution. Cette législation avait un effet unificateur puissant. Pour la première fois, tous les Mongols vivaient sous les mêmes lois, appliquées uniformément par les représentants du camp. Les anciennes coutumes tribales, les vendettas héréditaires, les pratiques locales variées furent remplacées par un code unique. Cela ne signifie pas que le Yaza fut toujours appliqué parfaitement, bien sûr. Mais son existence même créait un sentiment d'appartenance commune, l'idée que tous les Mongols, quelle que fût leur tribu d'origine, faisaient partie d'une seule nation gouvernée par un seul souverain selon une seule loi. Avec ces fondations en place, Gengis Khan disposait d'un instrument militaire sans précédent. Mais l'organisation seule n'explique pas les conquêtes mongoles. Il faut aussi comprendre comment les Mongols combattaient, les tactiques et les technologies qui leur permettaient de vaincre des armées bien plus nombreuses avec une régularité déconcertante. La force fondamentale de l'armée mongole était sa mobilité. Les armées mongoles se déplaçaient à une vitesse que leurs ennemis ne pouvaient ni égaler ni comprendre. Une armée européenne ou chinoise typique de l'époque marchait à la vitesse de son infanterie et de ses bagages, peut-être 20 à 30 km par jour au maximum, et beaucoup moins en terrain difficile. Une armée mongole, composée entièrement de cavaliers, chacun avec plusieurs chevaux de rechange, pouvait couvrir 100 km par jour, jour après jour, pendant des semaines. Elle n'avait pas besoin de lignes de ravitaillement conventionnelles. Les guerriers portaient leur nourriture avec eux sous forme de viande séchée et de lait caillé fermenté. Ils pouvaient, en cas de nécessité extrême, ouvrir une veine dans le cou de leurs chevaux et boire le sang pour se sustenter. Cette autosuffisance logistique leur permettait d'opérer loin de toute base, d'apparaître là où l'ennemi ne les attendait pas, de frapper avant que quiconque puisse réagir. L'arme principale du guerrier mongol était l'arc composite. C'était une arme d'une sophistication technologique remarquable, fabriquée à partir de couches de bois, de cornes et de tendons collés ensemble, courbée à l'inverse de sa forme naturelle pour stocker plus d'énergie. Un arc composite mongol pouvait décocher une flèche avec une puissance comparable à celle d'un arc long anglais, tout en étant assez court pour être utilisé depuis le dos d'un cheval au galop. Les guerriers mongols commençaient l'entraînement au tir à l'arc dès l'enfance et devenaient des tireurs d'une précision extraordinaire. Ils pouvaient toucher une cible à plusieurs centaines de mètres tout en montant un cheval lancé à pleine vitesse, un exploit que peu de soldats dans l'histoire ont pu égaler. La tactique mongole standard exploitait ces avantages. Quand ils affrontaient une armée ennemie, les Mongols ne chargeaient pas aveuglément comme les chevaliers européens ou les cavaliers arabes. Ils restaient à distance,
harcelant l'ennemi avec des volées de flèches continues. Ils se déplaçaient constamment, ne présentant jamais une cible stationnaire. Ils cherchaient à provoquer l'ennemi, à le pousser à charger impulsivement. Quand l'ennemi chargeait, les Mongols reculaient, feignant la fuite, attirant les poursuivants de plus en plus loin de leur formation originale. Puis, quand l'ennemi était épuisé, désorganisé, et tiré sur des kilomètres de terrain, les Mongols se retournaient et contre-attaquaient, encerclant et annihilant les unités isolées. Cette tactique de la fausse retraite était la signature mongole. Elle fut utilisée avec succès contre les Chinois, les Perses, les Russes, les Polonais, les Hongrois, et bien d'autres. Et presque à chaque fois, les ennemis tombaient dans le piège. Les chevaliers européens, élevés dans une culture qui valorisait la charge frontale et considérait la retraite comme une lâcheté, étaient particulièrement vulnérables. Ils voyaient les Mongols fuir et les poursuivaient avec enthousiasme, convaincus que la victoire était proche. Ils ne comprenaient pas qu'ils couraient vers leur mort. L'organisation tactique mongole était également remarquable. Les armées mongoles pouvaient se diviser en plusieurs colonnes qui opéraient de manière coordonnée sur des centaines de kilomètres de front. Elles utilisaient un système de signaux par drapeau, par fumée et par messager à cheval pour maintenir la communication entre les unités séparées. Elles pouvaient exécuter des manœuvres d'encerclement complexes impliquant des dizaines de milliers d'hommes avec une précision que les armées européennes ne maîtriseraient pas avant des siècles. Cette capacité à coordonner des opérations à grande échelle était le produit de décennies de chasse collective dans les steppes, où des milliers de cavaliers encerclaient des territoires entiers pour rabattre le gibier. La grande chasse était l'école de guerre des Mongols, et ils y apprenaient des leçons que leurs ennemis sédentaires n'avaient jamais eu l'occasion d'apprendre. Enfin, les Mongols montrèrent une capacité d'adaptation remarquable. Ils n'étaient pas prisonniers de leur propre tradition. Quand ils rencontraient des technologies ou des tactiques supérieures chez leurs ennemis, ils les adoptaient sans hésitation. Les ingénieurs de siège chinois et musulmans furent recrutés pour construire les machines de guerre que les Mongols ne savaient pas fabriquer eux-mêmes. Les techniques de construction navale furent apprises pour les invasions du Japon et de Java. Les systèmes administratifs perses et chinois furent adaptés pour gouverner les territoires conquis. Cette flexibilité intellectuelle, cette volonté d'apprendre de l'ennemi plutôt que de le mépriser, donnait aux Mongols un avantage que leurs adversaires, enfermés dans leur propre tradition, ne possédaient pas. Avec une telle armée, avec de tels commandants, avec une telle détermination, les Mongols étaient prêts à conquérir le monde. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Mais avant les conquêtes vinrent les méthodes, et parmi ces méthodes, la plus terrifiante de toutes, la terreur systématique érigée en stratégie de guerre. La terreur. Ce mot revient sans cesse quand on étudie les conquêtes mongoles. Les chroniqueurs de l'époque, qu'ils soient chinois, persans, arabes, russes ou européens, décrivent tous les Mongols avec le même vocabulaire d'horreur. Ils parlent de démons, de fléaux divins, de cavaliers de l'Apocalypse. Ils décrivent des atrocités qui semblent exagérées, impossibles, le produit de l'hystérie et de la propagande. Et pourtant, les recherches archéologiques et historiques modernes confirment que beaucoup de ces récits, aussi terrifiants soient-ils, étaient fondés sur la réalité. Les Mongols pratiquaient la terreur de masse non pas par sadisme gratuit, mais comme un outil stratégique délibéré, calculé pour briser la volonté de résistance de leurs ennemis avant même que les armées ne s'affrontent. Le principe était simple, brutal et terriblement efficace. Quand les Mongols approchaient d'une ville ou d'un territoire, ils envoyaient d'abord des émissaires avec un message clair. Ce message offrait un choix binaire, sans nuance, sans négociation possible. La soumission ou l'annihilation. Si la ville se soumettait immédiatement, ouvrait ses portes, livrait ses richesses et acceptait la domination mongole, ses habitants seraient épargnés. Ils paieraient des impôts, fourniront des soldats et des travailleurs, mais ils vivraient. Leur maison resterait debout. Leur famille resterait intacte. Ils deviendraient des sujets de l'empire mongol, protégés par sa puissance. Mais si la ville résistait, ne serait-ce qu'un instant, si elle fermait ses portes, si elle décochait une seule flèche contre les envahisseurs, alors il n'y aurait pas de miséricorde. Pas de quartier. Pas de prisonniers. La ville serait prise, et tout ce qui s'y trouvait serait détruit. Les hommes seraient massacrés. Les femmes seraient violées puis massacrées ou réduites en esclavage. Les enfants seraient massacrés. Les animaux seraient massacrés. Les bâtiments seraient rasés. Les récoltes seraient brûlées. La ville cesserait d'exister, non seulement physiquement mais dans la mémoire même de l'humanité. Les Mongols ne faisaient pas de distinction entre combattants et civils, entre soldats et enfants. La résistance était un crime collectif qui méritait un châtiment collectif. Ce n'était pas une menace vide. Les Mongols tenaient toujours leurs promesses, les bonnes comme les mauvaises. Et ils s'assuraient que le monde entier le sache. Les survivants des massacres, quand il y en avait, étaient parfois délibérément épargnés et relâchés pour qu'ils puissent répandre la nouvelle de ce qui était arrivé. Les récits d'horreur se propageaient comme une traînée de poudre, de ville en ville, de royaume en royaume,
précédant les armées mongoles et préparant psychologiquement le terrain pour leur arrivée. Les exemples de cette terreur méthodique sont innombrables, mais certains se distinguent par leur ampleur apocalyptique. Prenons le cas de Merv, l'une des plus grandes villes du monde islamique au début du XIIIe siècle. Située dans l'actuel Turkménistan, Merv était une métropole de peut-être 1 million d'habitants, un centre de culture, de commerce et d'apprentissage qui rivalisait avec Bagdad et le Caire. En 1221, les Mongols arrivèrent devant ses murailles. La ville résista brièvement, puis se rendit, espérant la clémence. Elle n'en reçut aucune. Les chroniqueurs décrivent ce qui suivit avec une horreur palpable. Les habitants furent rassemblés hors des murailles et divisés entre les soldats mongols. Chaque guerrier reçut un quota de personnes à exécuter, généralement entre 300 et 400 selon les sources. Puis le massacre commença. Il dura plusieurs jours. Les corps s'empilèrent en montagne. Le sang coula littéralement dans les rues et les canaux d'irrigation. Quand les Mongols eurent terminé, ils quittèrent la ville et attendirent. Car ils savaient que certains habitants s'étaient cachés, dans des caves, des puits, des greniers. Après quelques jours, ces survivants sortirent de leur cachette, croyant le danger passé. Les Mongols revinrent et les massacrèrent à leur tour. Les estimations du nombre de morts à Merv varient considérablement. Les chroniqueurs musulmans de l'époque parlent de 700 000, d'1 million, voire de plus d'1,3 million morts. Ces chiffres sont probablement exagérés, mais même les estimations modernes les plus conservatrices suggèrent des centaines de milliers de victimes. Quoi qu'il en soit, Merv fut effectivement rayée de la carte. La ville qui avait été l'une des plus grandes du monde devint un champ de ruines, un ossuaire à ciel ouvert. Elle ne retrouva jamais sa grandeur passée. Un sort similaire attendit Nishapur, une autre grande cité persane. Là, les Mongols avaient une raison supplémentaire de vengeance. Lors du siège, une flèche tirée depuis les murailles avait tué Tokuchar, le gendre de Gengis Khan lui-même. La veuve de Tokuchar demanda le droit de superviser personnellement la destruction de la ville. Sa demande fut accordée. Nishapur fut prise, et cette fois, les Mongols ne se contentèrent pas de tuer les habitants. Ils coupèrent les têtes des morts et les empilèrent en pyramides séparées. Une pyramide pour les hommes, une pour les femmes, une pour les enfants. Ces tours de crâne restèrent debout pendant des mois, peut-être des années, monument macabre à la vengeance mongole. La pratique des pyramides de crâne n'était pas unique à Nishapur. Elle fut répétée dans de nombreuses villes conquises, devenant une signature visuelle de la terreur mongole. L'image était conçue pour être inoubliable, pour se graver dans la mémoire collective des peuples soumis. Quiconque voyait ces tours de têtes humaines, ou même en entendait parler, comprenait viscéralement ce qui arrivait à ceux qui résistaient aux Mongols. Le message était transmis plus efficacement que par n'importe quel décret ou proclamation. Mais peut-être que l'exemple le plus dévastateur de la terreur mongole fut la destruction de Bagdad en 1258, sous le règne de Mümk Khan et exécuté par son frère Ulgu. Bagdad était alors la capitale du califat abbasside, le centre symbolique de l'islam sunnite, une ville d'1 million d'habitants qui avait été pendant 5 siècles le phare de la civilisation islamique. Ses bibliothèques contenaient des trésors irremplaçables de la connaissance humaine. Ses palais étaient d'une splendeur légendaire. Son calife, Al-Mustasim, était le successeur spirituel du prophète lui-même, le commandeur des croyants. Ulgu envoya les sommations habituelles. Le calife, conseillé par des courtisans incompétents qui sous-estimaient catastrophiquement la menace mongole, refusa de se soumettre. Il envoya même des réponses insultantes, menaçant les Mongols de la colère de tout le monde musulman. C'était une erreur fatale. Ulgu assiégea la ville, brisa ses défenses, et entra dans Bagdad le 10 février 1258. Ce qui suivit fut une semaine de carnage ininterrompu. Les sources varient sur le nombre de morts, mais les estimations vont de 200 000 à plus d'1 million. Le calife lui-même fut capturé et exécuté d'une manière qui, selon la tradition mongole, évitait de verser le sang royal. Il fut roulé dans un tapis et piétiné à mort par des chevaux. Les bibliothèques de Bagdad, contenant des siècles de manuscrits irremplaçables, furent jetées dans le Tigre. La légende raconte que le fleuve coula noir d'encre pendant des jours avant de couler rouge de sang. Les systèmes d'irrigation sophistiqués qui faisaient la prospérité de la Mésopotamie depuis des millénaires furent détruits et ne furent jamais complètement reconstruits. Certains historiens soutiennent que l'Irak ne s'est jamais vraiment remis de 1258, que la destruction mongole marqua le début d'un déclin dont la région souffre encore aujourd'hui. Ces exemples pourraient être multipliés. Hérat, Kiev, Vladimir, Ryazan, Kefeng, des dizaines d'autres villes connurent des sorts similaires. Les populations de régions entières furent décimées. Des cultures qui avaient fleuri pendant des siècles furent anéanties. Le monde islamique oriental, qui avait été à l'avant-garde de la civilisation humaine, fut plongé dans un traumatisme dont il mit des générations à se remettre. Mais voici le paradoxe de la terreur mongole, elle était terrible précisément pour ne pas avoir à être utilisée trop souvent. La fonction de ces massacres spectaculaires n'était pas le massacre lui-même.
C'était la réputation qu'il créait. Chaque ville détruite, chaque pyramide de crânes érigés, chaque million de morts, envoyait un message aux villes et aux royaumes qui n'avaient pas encore été conquis. Le message était, voyez ce qui arrive à ceux qui résistent. Voulez-vous subir le même sort? Ou préférez-vous vous soumettre et vivre? Et le message fonctionnait. De nombreuses villes et territoires se soumirent aux Mongols sans combattre, préférant l'humiliation de la capitulation à l'anéantissement. Des royaumes entiers devinrent vassaux sans qu'une seule flèche soit tirée. La terreur permettait aux Mongols de conquérir des empires avec des armées relativement modestes. Ils n'avaient jamais plus de 100 000 guerriers, peut-être moins. Face aux millions d'habitants des civilisations qu'ils conquéraient, c'était un nombre dérisoire. Mais la terreur multipliait leur force effective. Elle brisait la volonté de résistance avant même le combat. Certains historiens modernes ont tenté de réhabiliter partiellement les Mongols, arguant que les chiffres des massacres sont exagérés par des chroniqueurs hostiles. C'est probablement vrai dans une certaine mesure. Les chroniqueurs médiévaux n'avaient pas de méthode statistique fiable, et l'horreur encourage l'hyperbole. Mais même en divisant les chiffres par 10, les conquêtes mongoles restent parmi les événements les plus meurtriers de l'histoire humaine. Et surtout, les Mongols eux-mêmes ne contestaient pas leur réputation de terreur. Ils la cultivaient. Ils voulaient être craints. La peur était leur arme la plus puissante. Cette combinaison de mobilité suprême, d'organisation méritocratique, de tactiques brillantes et de terreur systématique permit aux Mongols d'accomplir ce qu'aucun conquérant avant eux n'avait accompli. En moins de 50 ans, ils bâtirent le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Regardons maintenant comment ils le firent, campagne par campagne, royaume par royaume, continent par continent. Les premières conquêtes de Gengis Khan visèrent les ennemis immédiats des Mongols, les royaumes du nord de la Chine. La Chine de cette époque n'était pas unifiée. Elle était divisée entre plusieurs États rivaux. Au nord, la dynastie Jin, fondée par les Jurchens, un peuple semi-nomade de Mandchourie, contrôlait la région autour de Pékin. Au nord-ouest, le royaume des Xia occidentaux, fondé par les Tangut, un peuple tibéto-birman, occupait le corridor du Gansu. Au sud, la dynastie Song régnait sur la Chine proprement dite, la région la plus riche et la plus peuplée. Gengis Khan attaqua d'abord les Xia occidentaux en 1209. Ce royaume, bien que modeste comparé aux grandes puissances chinoises, était une cible logique. Il contrôlait les routes commerciales vitales et servait de tampon entre les steppes et la Chine. Les Mongols le soumirent en quelques campagnes, forçant le roi Tengu à devenir vassal et à fournir des troupes auxiliaires. Ce fut la première conquête d'un État sédentaire par les Mongols, la preuve que leur machine de guerre pouvait fonctionner au-delà des steppes. Puis vint le tour des Jin. Cette guerre fut bien plus longue et plus difficile. Les Jin possédaient une armée nombreuse, des villes fortifiées, des ressources immenses. Leur capitale, Zhongdu, l'actuel Pékin, était une des plus grandes villes du monde. Les Mongols ne pouvaient pas la prendre d'assaut directement. Ils n'avaient pas encore maîtrisé les techniques de siège nécessaires. Ils adoptèrent donc une stratégie d'usure, ravageant les campagnes, détruisant les récoltes, affamant les villes. Ils recrutèrent des ingénieurs chinois transfuges qui leur apprirent à construire des machines de siège. Lentement, méthodiquement, ils étranglèrent l'empire Jin. En 1215, Zhongdu tomba. La ville fut pillée pendant un mois. Les flammes étaient si intenses que, selon les chroniques, les os des morts fondirent dans la graisse des corps. L'empereur Jin s'enfuit vers le sud, abandonnant sa capitale et la moitié de son royaume. Gengis Khan laissa un de ses généraux, Mukali, pour continuer la guerre contre les Jin et tourna son attention vers l'ouest. Car une insulte avait été commise, une insulte qui ne pouvait rester impunie. L'empire khwarezmien s'étendait sur l'Asie centrale et l'est de la Perse, couvrant les territoires des actuels Ouzbékistan, Turkménistan, Afghanistan, Iran et Pakistan. C'était une puissance régionale majeure, gouvernée par le Shah Mohammed II, un souverain ambitieux qui rêvait de rivaliser avec le califat de Bagdad. En 1218, Gengis Khan envoya une caravane commerciale de plusieurs centaines de marchands vers le Khwarezm, accompagnée d'une lettre proposant des relations amicales et commerciales. C'était une ouverture diplomatique sincère. Gengis Khan, à ce stade, n'avait pas nécessairement l'intention de conquérir le Khwarezm. Il voulait le commerce, pas la guerre. Mais le gouverneur d'Otrar, une ville frontalière khwarezmienne, commit une erreur fatale. Il accusa les marchands d'être des espions, confisqua leurs marchandises et les fit tous exécuter. Quand Gengis Khan envoya des ambassadeurs pour demander réparation, le Shah Mohammed aggrava l'insulte. Il fit raser la barbe des envoyés, une humiliation grave dans la culture de l'époque, et en fit exécuter un. C'était une déclaration de guerre, et le Shah Mohammed allait bientôt apprendre ce que signifiait faire la guerre aux Mongols. La campagne qui suivit fut une démonstration éblouissante de la supériorité militaire mongole. Gengis Khan rassembla une armée d'environ 150 000 à 200 000 hommes, la plus grande force qu'il ait jamais commandée, puis il la divisa en plusieurs colonnes qui pénétrèrent simultanément dans l'empire khwarezmien par différentes routes.
Les armées du Shah, bien que plus nombreuses, ne surent jamais où frapper. Elles étaient dispersées pour défendre un vaste territoire, incapables de se concentrer contre un ennemi qui était partout et nulle part à la fois. C'est lors de cette campagne que Boukhara et Samarcande tombèrent, que Merv et Nishapur furent anéantis. Le Shah Mohammed s'enfuit de ville en ville, toujours précédé par les cavaliers mongols, jusqu'à ce qu'il meure de pneumonie sur une île de la mer Caspienne, fugitif dans son propre empire. Son fils, Jalal ad-Din, tenta une résistance héroïque mais vaine. Il fut poursuivi jusqu'en Inde, où il plongea dans l'Indus à cheval pour échapper aux Mongols, gagnant l'admiration de Gengis Khan lui-même qui aurait ordonné à ses hommes de ne pas tirer sur ce guerrier courageux. L'empire khwarezmien fut anéanti en moins de 3 ans. Des villes qui avaient été parmi les plus grandes du monde furent réduites en ruines. Les systèmes d'irrigation qui permettaient l'agriculture dans ces régions arides furent détruits, transformant des terres fertiles en désert. La population de l'Asie centrale, qui avait peut-être atteint 20 millions avant l'invasion, fut décimée. Certaines estimations suggèrent qu'il fallut des siècles pour que la région retrouve ses niveaux démographiques pré-mongols. Pendant que Gengis Khan ravageait le Khwarezm, 2 de ses généraux les plus brillants, Gébé et Subuté, menèrent un raid de reconnaissance extraordinaire. Avec seulement 20 000 cavaliers, ils contournèrent la mer Caspienne, traversèrent le Caucase, et émergèrent dans les steppes du sud de la Russie. Là, ils affrontèrent et écrasèrent une armée combinée de Russes et de Coumans à la bataille de la rivière Kalka en 1223. C'était la première rencontre entre les Mongols et les peuples européens, et elle se termina par un désastre pour ces derniers. Les princes russes capturés furent exécutés d'une manière particulièrement cruelle, ils furent placés sous une plateforme de bois sur laquelle les généraux mongols s'assirent pour festoyer, les écrasant lentement pendant le banquet. Mais ce raid n'était qu'une reconnaissance. Gébé et Subuté retournèrent vers l'est sans tenter de conquérir la Russie. Gengis Khan avait d'autres priorités. Il rentra en Mongolie, puis lança une dernière campagne contre les Chias occidentaux, qui avaient refusé de fournir les troupes promises lors de la guerre contre le Khwarezm. Ce serait sa dernière guerre. En août 1227, Gengis Khan mourut, probablement des suites d'une chute de cheval, bien que les circonstances exactes restent mystérieuses. Il avait environ 65 ans, un âge avancé pour l'époque, et il avait passé pratiquement toute sa vie adulte en guerre. L'emplacement de sa tombe est inconnu à ce jour. Selon la tradition, tous ceux qui participèrent à son enterrement furent exécutés pour préserver le secret. Une rivière aurait été détournée pour couler sur le site, effaçant toute trace. Des patrouilles montées gardèrent la région pendant des générations. Gengis Khan voulait que son corps repose en paix, à l'abri des profanateurs, et son souhait fut exaucé. Malgré des siècles de recherche, la tombe du plus grand conquérant de l'histoire n'a jamais été retrouvée. Mais la mort de Gengis Khan ne marqua pas la fin des conquêtes mongoles. Au contraire, ses successeurs poursuivirent et étendirent son œuvre. Son fils Ejdei, proclamé grand Khan en 1229, supervisa l'achèvement de la conquête de la Chine du Nord et le lancement de l'invasion de l'Europe. C'est sous son règne que les Mongols atteignirent leur expansion maximale vers l'ouest. L'invasion de l'Europe commença en 1236, menée par Batu Khan, un petit-fils de Gengis Khan, et par le légendaire Subuté, maintenant âgé de plus de 60 ans mais toujours le plus brillant stratège de l'armée mongole. Leur objectif initial était la destruction des principautés russes, ces fragments de l'ancienne Russe de Kiev qui s'étaient divisés en dizaines de petits États rivaux. La Russie ne fut pas conquise. Elle fut annihilée. Les Mongols déferlèrent sur les plaines russes pendant l'hiver 1237 à 1238, utilisant les rivières gelées comme autoroute pour leurs cavaliers. Les villes russes, sans murailles de pierre pour la plupart, sans armée coordonnée, sans leadership unifié, tombèrent l'une après l'autre. Ryazan fut prise et sa population massacrée. Vladimir, siège du Grand Prince, fut incendié avec ses habitants réfugiés dans la cathédrale. Moscou, alors une petite ville sans importance, fut brûlée. Kiev, l'ancienne capitale, la mère des villes russes, fut détruite si complètement qu'un voyageur qui passa quelques années plus tard décrivit un champ de ruines jonché de crânes innombrables. Les Mongols établirent leur domination sur la Russie pour les 2 siècles et demi suivants. Ce qu'on appelle le joug tatar, ou la domination de la Horde d'Or, façonna profondément l'histoire et la culture russe. Les princes russes devinrent des vassaux qui devaient se rendre à la cour mongole pour recevoir leur investiture. Ils payaient un tribut écrasant. Ils fournissaient des soldats pour les armées mongoles. Cette expérience de soumission à une puissance asiatique laissa des traces durables dans la psyché russe, contribuant peut-être à la méfiance traditionnelle envers l'Asie et à l'insistance sur l'identité européenne de la Russie. Après avoir soumis la Russie, les Mongols poursuivirent vers l'Europe centrale. Au printemps 1241, 2 armées mongoles envahirent simultanément la Pologne et la Hongrie. En Pologne, une armée combinée de Polonais, de chevaliers teutoniques et de divers contingents allemands fut écrasée à la bataille de Lenica le 9 avril 1241. Le duc Henri le Pieux de Silésie fut tué,
et sa tête fut promenée au bout d'une lance devant les murailles de la ville pour terroriser les défenseurs. 2 jours plus tard, à des centaines de kilomètres au sud, l'armée principale mongole affronta l'armée hongroise du roi Béla IV à la bataille de Mohi. Les Hongrois furent anéantis. Le roi s'enfuit, poursuivi par les cavaliers mongols jusqu'à la côte d'Almaty. La Hongrie fut dévastée. Selon certaines estimations, un quart à la moitié de la population hongroise périt pendant l'invasion et l'occupation qui suivit. L'Europe semblait ouverte. Il n'y avait plus d'armée entre les Mongols et l'Atlantique. Les royaumes d'Europe occidentale, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, n'avaient rien qui puisse arrêter les cavaliers des steppes. La panique s'empara de la chrétienté. Le pape appela à une croisade. Des processions de pénitents imploraient Dieu d'épargner l'Europe. Des rumeurs circulaient sur les monstres venus de l'enfer qui mangeaient la chair humaine. Et puis, soudainement, les Mongols s'arrêtèrent. En décembre 1241, la nouvelle arriva que le grand Khanejdei était mort à Karakorum, probablement d'une crise cardiaque aggravée par l'alcoolisme. Selon la loi mongole, tous les princes de sang devaient retourner en Mongolie pour participer à l'élection du nouveau khan. Batu et ses généraux firent demi-tour et quittèrent l'Europe centrale. Ils ne revinrent jamais. Pourquoi exactement les Mongols ne reprirent-ils pas leur invasion de l'Europe après l'élection d'un nouveau khan? Les historiens débattent encore de cette question. Certains suggèrent que l'Europe n'était tout simplement pas une priorité. Elle était pauvre comparée à la Chine ou à la Perse, ses villes modestes, ses richesses limitées. D'autres soutiennent que la géographie européenne, avec ses forêts denses, ses collines, son climat humide, ne convenait pas aux tactiques mongoles optimisées pour les steppes ouvertes. D'autres encore pointent les divisions internes qui commençaient à fracturer l'empire mongol, détournant l'énergie des conquêtes extérieures vers les rivalités intérieures. Quelle que soit la raison, l'Europe fut épargnée. Les Mongols se contentèrent de la Russie et de quelques incursions périodiques en Pologne et en Lituanie. L'histoire européenne continua sur sa trajectoire propre, sans la rupture radicale qu'une conquête mongole aurait provoquée. C'est l'un des grands si de l'histoire. Que serait devenue l'Europe si les Mongols avaient poursuivi leur marche vers l'ouest? Le féodalisme aurait-il survécu? La Renaissance aurait-elle eu lieu? Le christianisme aurait-il conservé sa forme occidentale? Nous ne le saurons jamais. Pendant que l'Europe respirait, les Mongols continuaient leur conquête ailleurs. La Perse et le Moyen-Orient furent soumis sous Mungk Khan et son frère Ulgu dans les années 1250. Bagdad tomba en 1258, comme nous l'avons vu. La dynastie Song de Chine du Sud, la dernière puissance chinoise indépendante, fut conquise par Kubilai Khan après des décennies de guerre, la conquête s'achevant en 1279. À ce moment, l'empire mongol atteignit son extension maximale. L'ampleur de cet empire défie l'imagination. Il s'étendait sur environ 24 millions de kilomètres carrés, près de 16% de la surface terrestre de la planète. Il englobait la quasi-totalité de l'Asie et des portions significatives de l'Europe de l'Est. Plus de 100 millions de personnes vivaient sous sa domination. Des douzaines de langues étaient parlées sur son territoire. Des douzaines de religions étaient pratiquées. C'était le plus grand empire contigu de l'histoire, un record qui n'a jamais été battu et ne le sera probablement jamais. Et paradoxalement, cette immensité même apporta une forme de paix. On l'appelle la Pax Mongolica, la paix mongole, un écho conscient de la Pax Romana des empereurs romains. Sous la domination mongole, les guerres entre les peuples soumis cessèrent. Les routes commerciales qui traversaient l'Eurasie, fragmentées depuis des siècles par les conflits entre empires rivaux, furent réunifiées sous une seule autorité. La célèbre route de la soie, qui reliait la Chine à la Méditerranée, connut un âge d'or. Les Mongols, malgré leur réputation de destructeurs, se révélèrent des administrateurs pragmatiques. Ils comprenaient que les conquêtes ne valaient rien si les territoires conquis étaient ruinés. Une fois la résistance brisée, ils encourageaient le commerce, protégeaient les marchands, maintenaient les routes. Le système postal mongol, le yam, était une merveille d'efficacité. Des stations de relais espacées d'environ 40 km parsemaient tout l'empire. Des messagers à cheval pouvaient couvrir des centaines de kilomètres par jour en changeant de monture à chaque station. Une lettre pouvait traverser l'Asie entière en quelques semaines, une vitesse de communication qui ne serait pas égalée avant l'invention du télégraphe au XIXe siècle. Cette connectivité permit des échanges culturels et technologiques sans précédent. Les techniques d'impression chinoises se répandirent vers l'ouest. La poudre à canon, inventée en Chine, atteignit le Moyen-Orient et l'Europe. Les mathématiques et l'astronomie persanes influencèrent la Chine. Des artistes, des artisans, des savants voyageaient d'un bout à l'autre de l'empire, apportant leurs compétences et leurs idées. Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien, put traverser l'Asie et séjourner à la cour de Kubilai Khan précisément parce que l'empire mongol avait sécurisé les routes. La tolérance religieuse des Mongols était également remarquable pour l'époque. Genghis Khan lui-même pratiquait le chamanisme traditionnel des steppes, mais il montrait un respect prudent pour toutes les religions.
Il consultait des chamans, des moines bouddhistes, des prêtres chrétiens nestoriens, des imams musulmans. Ses successeurs continuèrent cette politique. Des mosquées, des églises, des temples bouddhistes et des synagogues coexistaient dans les villes mongoles. Les clercs de toutes les religions étaient exemptés d'impôts. Cette tolérance n'était pas idéologique mais pragmatique. Les Mongols voulaient les prières de tous les dieux pour leur empire. Et ils ne voulaient pas de troubles religieux qui perturberaient le commerce et l'administration. L'apogée de l'empire mongol, dans les décennies suivant la mort de Munk Khan en 1259, fut une période de prospérité relative pour ceux qui avaient survécu aux conquêtes. Les villes se reconstruisaient. Le commerce florissait. Une certaine normalité revenait. Mais sous cette surface de paix impériale, des fissures commençaient à apparaître. Les graines de la division avaient été plantées dès le début, dans la structure même de l'empire et dans les traditions de succession mongole. Ces graines allaient bientôt germer, et l'empire le plus vaste de l'histoire allait commencer sa longue désintégration. La première fissure majeure apparut à la mort de Munk Khan en 1259. Pour la première fois depuis Genghis Khan, la succession ne fut pas réglée pacifiquement. Deux frères, Kubilai et Arik Bök, se disputèrent le trône. Kubilai, qui commandait les armées en Chine, avait le soutien des factions sinicisées de l'élite mongole. Arik Bök, resté en Mongolie, représentait les traditionalistes qui voulaient préserver le mode de vie nomade. La guerre civile qui s'ensuivit dura 4 ans et se termina par la victoire de Kubilai. Mais cette victoire fut pyrrhique. Elle consacra une rupture irréparable dans l'unité mongole. Car pendant que Kubilai et Arik Bök se battaient, les autres branches de la famille gengis-khanite affirmaient leur autonomie. Batu Khan et ses descendants, qui régnaient sur la Russie et les steppes occidentales, se comportaient de plus en plus comme des souverains indépendants. Ulgu et ses successeurs, maîtres de la Perse, suivaient leur propre politique. Le khanat de Djagataï en Asie centrale prenait ses distances. L'empire qui avait été unifié sous Genghis Khan et ses premiers successeurs se fragmentait en khanats rivaux qui, bientôt, se feraient la guerre entre eux. Kubilai Khan, bien qu'il portât le titre de Grand Khan et fût théoriquement le suzerain de tous les Mongols, n'exerçait en réalité son autorité que sur la Chine et la Mongolie. Et même cette autorité était contestée. Son règne, malgré sa longueur et ses accomplissements, fut marqué par des échecs militaires coûteux, comme les invasions ratées du Japon en 1274 et 1281, et par une assimilation croissante à la culture chinoise qui aliénait les Mongols traditionalistes. Quand il mourut en 1294, l'idée d'un empire mongol unifié était déjà largement une fiction. Les graines de la division étaient plantées. L'empire bâti par Genghis Khan, maintenu par ses fils et petits-fils, commençait sa longue agonie. L'empire mongol, à son apogée, ressemblait à un colosse aux pieds d'argile. Vu de l'extérieur, il semblait invincible, une masse territoriale si vaste qu'elle défiait la compréhension. Mais à l'intérieur, les forces centrifuges étaient déjà à l'œuvre, tirant les différentes parties de l'empire dans des directions opposées. La mort de Munk Khan en 1259 et la guerre civile entre Kubilai et Arik Bök avaient brisé l'illusion d'unité. Ce qui émergea de cette fracture fut un ensemble de 4 khanats distincts, théoriquement unis par leur descendance commune de Genghis Khan, mais en pratique de plus en plus indépendants et souvent hostiles les uns envers les autres. Le premier et le plus oriental de ces khanats était la dynastie Yuan, fondée par Kubilai Khan et régnant sur la Chine et la Mongolie. C'était de loin le plus riche et le plus peuplé des 4 khanats. La Chine, même ravagée par des décennies de guerre, restait la civilisation la plus avancée du monde, avec ses villes immenses, ses manufactures sophistiquées, sa bureaucratie millénaire. Kubilai établit sa capitale à Kambalik, l'actuel Pékin, construisant une nouvelle ville grandiose que Marco Polo décrivit avec émerveillement. Il adopta un titre dynastique chinois, Yuan, signifiant origine ou commencement, signalant son intention de fonder une lignée impériale légitime dans la tradition chinoise. Mais cette sinisation même de Kubilai et de ses successeurs créait une tension fondamentale. Les Mongols traditionalistes voyaient avec méfiance ces camps qui vivaient dans des palais plutôt que sous des yourtes, qui portaient des robes de soie plutôt que des peaux de bêtes, qui écoutaient de la musique chinoise plutôt que les chants des steppes. Pour eux, les Yuan avaient trahi l'héritage de Genghis Khan. Ils s'étaient laissés corrompre par le luxe et la mollesse des civilisations sédentaires. Cette perception affaiblissait la légitimité des Yuan aux yeux d'une partie de l'élite mongole et contribuait à leur isolement des autres khanats. Le deuxième khanat était l'Il-Khanat, fondé par Ulgu Khan et régnant sur la Perse, l'Irak, l'Afghanistan et des portions de l'Asie centrale et de l'Anatolie. C'était le khanat qui avait détruit Bagdad et mis fin au califat abbasside. Les Il-Khans, comme on appelait ces souverains, régnaient sur les ruines de la civilisation islamique orientale qu'ils avaient eux-mêmes dévastée. Leur relation avec l'islam était complexe. Les premiers Il-Khans étaient bouddhistes ou chrétiens nestoriens, ce qui créait des tensions avec la population majoritairement musulmane. Ce n'est qu'en 1295, sous Ghazan Khan, que l'Il-Khanat se convertit officiellement à l'islam,
un tournant qui facilita la gouvernance mais qui accentua également la divergence culturelle avec les autres khanats. Le troisième khanat était la Horde d'Or, parfois appelé le khanat de Kiptchak, fondé par Batu Khan et régnant sur la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Sibérie occidentale. Ce nom de Horde d'Or vient probablement de la couleur de la tente du camp, bien que certains historiens proposent d'autres étymologies. Les camps de la Horde d'Or maintenaient un mode de vie plus proche des traditions nomades que leurs cousins de Chine ou de Perse. Ils ne s'installèrent jamais vraiment dans les villes russes, préférant gouverner depuis leurs campements mobiles dans les steppes. Les princes russes venaient à eux pour recevoir leur investiture et payer leur tribut, pas l'inverse. Cette persistance du nomadisme contribua à préserver une certaine identité mongole, mais limita également la capacité administrative du khanat. Le quatrième khanat était le khanat de Djagataï, nommé d'après Djagataï, le deuxième fils de Gengis Khan. Il occupait l'Asie centrale, couvrant les territoires des actuels Ouzbékistan, Adjikistan, Kirghizistan, et portions du Kazakhstan et de l'Afghanistan. C'était le khanat le moins stable des quatre, déchiré entre des factions sédentaires qui voulaient profiter des richesses des villes de la route de la soie et des factions nomades qui méprisaient l'urbanisation. Cette division interne provoqua des guerres civiles récurrentes et une fragmentation progressive du khanat en entités plus petites. Ces quatre khanats, bien que tous descendants de Gengis Khan, développèrent rapidement des cultures, des politiques et des intérêts divergents. Les Yuan s'identifiaient de plus en plus à la Chine. Les Ilkhans s'islamisaient et s'iranisaient. La Horde d'Or maintenait ses traditions nomades tout en interagissant avec le monde slave et byzantin. Le khanat de Djagataï oscillait entre influences persanes, turques et mongoles. En l'espace de quelques générations, les descendants des cavaliers unis de Gengis Khan parlaient des langues différentes, priaient des dieux différents, et voyaient le monde à travers des prismes culturels incompatibles. Les conflits entre khanats ne tardèrent pas à éclater. La Horde d'Or et l'Ilkhanat se disputaient le contrôle du Caucase et de l'Azerbaïdjan. Des guerres sanglantes opposèrent les deux khanats pendant des décennies. Berk Khan de la Horde d'Or, converti à l'islam, était furieux de la destruction de Bagdad par son cousin Ulgu. Il s'allia avec les Mamelouks d'Égypte, les ennemis jurés des Ilkhans, contre ses propres parents mongols. Des armées mongoles s'affrontaient sur les champs de bataille du Caucase, les petits-fils de Gengis Khan s'entretuant pour le contrôle de pâturages et de routes commerciales. Ces guerres intestines épuisaient les ressources et l'énergie des khanats. Elles détournaient l'attention des menaces extérieures et des problèmes internes. Elles affaiblissaient la cohésion qui avait fait la force des Mongols. L'empire qui avait conquis le monde se dévorait lui-même. C'était la tragédie classique des empires nomades, la même énergie guerrière qui avait permis les conquêtes se retournait contre l'empire une fois qu'il n'y avait plus de conquêtes à faire. Mais au-delà des rivalités dynastiques et des guerres civiles, un problème plus fondamental rongeait l'empire mongol, l'impossibilité de gouverner un territoire aussi vaste depuis un centre unique. C'était le problème de la distance, un problème que toutes les technologies et toutes les innovations administratives des Mongols ne pouvaient résoudre. Considérez les dimensions de l'empire. De Kambalik à Saré, la capitale de la Horde d'Or, il y avait plus de 6000 km. De Tabriz, capitale des Ilkhans, à la frontière coréenne, plus de 8000 km. Même avec le système postal le plus efficace du monde médiéval, un message mettait des semaines, parfois des mois, pour traverser l'empire. Un ordre du grand Khan, s'il était obéi, arrivait à destination quand les circonstances qui l'avaient motivé avaient souvent changé. Une crise locale pouvait éclater, s'aggraver et se résoudre avant que le centre n'en soit même informé. Dans ces conditions, un gouvernement centralisé était une impossibilité pratique. Les gouverneurs locaux, les camps régionaux, devaient prendre des décisions par eux-mêmes, sans attendre des instructions qui arriveraient trop tard. Ils accumulaient du pouvoir, construisaient des réseaux de loyauté, agissaient comme des souverains indépendants en tout sauf en nom. La décentralisation n'était pas un choix politique, c'était une nécessité géographique. Et cette décentralisation rendait la fragmentation inévitable. Les Mongols tentèrent de résoudre ce problème par le système des apanages, les territoires héréditaires accordés aux différentes branches de la famille gengis-khanide. L'idée était que chaque branche gouvernerait son propre territoire tout en restant loyale au grand Khan, contribuant des troupes et des ressources aux entreprises communes. En théorie, c'était un compromis raisonnable entre unité et décentralisation. En pratique, les apanages devinrent rapidement des royaumes indépendants dont les souverains n'avaient aucune intention de se soumettre à un cousin lointain qu'ils n'avaient jamais rencontré. Le problème était aggravé par le système de succession mongol, qui ne reconnaissait pas le droit d'aînesse. Gengis Khan avait établi que le trône devait aller au plus capable de ses descendants, pas nécessairement à l'aîné. Cette règle, conçue pour garantir des souverains compétents, créait en réalité une instabilité chronique. Chaque succession était une crise potentielle, une occasion pour les différentes branches de la famille de s'affronter pour le pouvoir. Les Kurultais qui étaient censés choisir le nouveau camp devenaient des arènes de manipulation, de corruption et parfois de violence.
La guerre civile entre Kubilai et Arik Bök n'était que la plus visible de ces crises successorales. Un autre facteur crucial de la désintégration mongole était l'assimilation culturelle. Les Mongols étaient peu nombreux comparés aux peuples qu'ils avaient conquis. Quelques centaines de milliers de nomades régnaient sur des dizaines de millions de sédentaires chinois, persans, russes. Cette disproportion numérique rendait l'absorption culturelle presque inévitable. Les conquérants finissaient par être conquis par la civilisation de leurs sujets. Ce processus fut particulièrement visible en Chine et en Perse. Les Yuan adoptèrent progressivement les institutions, les coutumes et même la langue de la Chine. Kubilai Khan lui-même ne parlait probablement pas couramment le mongol vers la fin de sa vie. Ses successeurs furent élevés dans des palais chinois, éduqués par des précepteurs confucéens, immergés dans une culture qui n'avait rien à voir avec les steppes de leurs ancêtres. Ils devinrent des empereurs chinois qui se trouvaient être d'origine mongole, plutôt que des camps mongols qui régnaient sur la Chine. Cette transformation aliénait les Mongols traditionalistes et sapait la légitimité de la dynastie aux yeux des deux groupes. En Perse, un processus similaire se produisit. Les Ilkhans se convertirent à l'islam, adoptèrent le persan comme langue de cour, patronnèrent la littérature et l'art persan. Rachid al-Din, le célèbre historien et vizir, bien que d'origine juive convertie, servit plusieurs Ilkhans et compila une histoire universelle monumentale qui témoigne de la synthèse culturelle de cette époque. Mais cette persianisation, si elle facilitait la gouvernance locale, éloignait les Ilkhans de leurs cousins mongols et rendait impossible toute réunification de l'empire. Même la Horde d'Or, qui resta plus proche des traditions nomades, connut une évolution similaire. Les Khans adoptèrent l'islam au XIVe siècle. Ils s'allièrent avec les marchands italiens de Gênes et de Venise. Ils interagirent avec le monde slave et byzantin. La langue de la Horde devint un mélange de mongol et de turc kiptchak. L'identité mongole originelle se dilua dans un ensemble plus vaste d'influences. Cette assimilation posait un problème fondamental. Si les Mongols cessaient d'être Mongols, qu'est-ce qui légitimait leur pouvoir? La conquête originelle avait été justifiée par la supériorité militaire des cavaliers des steppes. Mais une fois que les conquérants s'étaient installés, avaient adopté les modes de vie des vaincus, cette justification disparaissait. Pourquoi un empereur Yuan qui vivait comme un empereur chinois devrait-il régner sur la Chine plutôt qu'un empereur chinois de naissance? Pourquoi un Ilkhan qui priait Allah et parlait persan devrait-il régner sur la Perse plutôt qu'un sultan persan? Ces questions, jamais posées explicitement mais toujours présentes en arrière-plan, minaient la légitimité des dynasties mongoles. La sédentarisation des nomades était un aspect connexe de ce problème. Les Mongols avaient conquis le monde depuis le dos de leurs chevaux. Leur mode de vie nomade était la source de leurs avantages militaires. La mobilité, l'endurance, la familiarité avec les chevaux et les arcs. Mais une fois installés dans les palais des capitales conquises, les Mongols perdaient ces avantages. Leurs enfants grandissaient en ville, pas dans les steppes. Ils apprenaient à lire et à écrire, pas à monter à cheval et à tirer à l'arc. En une ou deux générations, les descendants des cavaliers invincibles étaient devenus des courtisans ramollis, incapables de survivre dans les steppes qui avaient forgé leurs ancêtres. Cette perte de compétences militaires était fatale. Les dynasties mongoles ne pouvaient plus compter sur la supériorité martiale qui avait fondé leur pouvoir. Elles devaient s'appuyer sur des armées de mercenaires, souvent recrutés parmi les peuples conquis ou parmi d'autres nomades. Ces mercenaires n'avaient pas la loyauté fanatique des compagnons de Gengis Khan. Ils servaient pour la solde, et leur loyauté allait au plus offrant. Les empereurs Yuan, vers la fin de leur règne, commandaient des armées majoritairement chinoises qui les méprisaient secrètement comme des barbares étrangers. Les révoltes des peuples soumis étaient la conséquence inévitable de cet affaiblissement. Tant que les Mongols étaient forts, la terreur de leurs représailles maintenait l'ordre. Mais dès que cette force semble affaiblir, les ressentiments accumulés pendant des décennies de domination étrangère explosèrent. La Chine fut la première à se soulever de manière décisive. Les Yuan avaient toujours été impopulaires en Chine. Ils avaient instauré un système de castes ethniques qui plaçait les Mongols au sommet, suivis par les étrangers du Centre-Asie, puis les Chinois du Nord, et enfin les Chinois du Sud au bas de l'échelle. Les Chinois étaient exclus des plus hautes fonctions, soumis à des lois discriminatoires, traités comme des citoyens de seconde classe dans leur propre pays. Ce ressentiment couvait sous la surface, attendant une occasion d'éclater. Cette occasion vint au milieu du XIVe siècle, quand une série de catastrophes naturelles frappa la Chine. Des inondations du fleuve Jaune dévastèrent des régions entières. Des famines s'ensuivirent. Et puis vint la peste, la terrible mort noire qui ravagea l'Eurasie dans les années 1340. La peste avait probablement commencé quelque part en Asie centrale, peut-être dans les steppes même d'où venaient les Mongols, et s'était propagée le long des routes commerciales que l'Empire mongol avait sécurisées. L'ironie était cruelle, la Pax Mongolica, qui avait facilité le commerce et les échanges, facilitait également la propagation des maladies. La Chine perdit peut-être un tiers de sa population à cause de la peste et des famines associées. Le gouvernement Yuan, affaibli,
corrompu, incapable de répondre à la crise, perdit toute légitimité aux yeux du peuple. Des révoltes paysannes éclatèrent partout. Des sociétés secrètes comme les Turbans Rouges prêchaient le renversement des barbares mongols et la restauration d'une dynastie chinoise. En 1368, un ancien moine paysan nommé Zhu Yuanzhang, devenu chef rebelle, prit Cambalik et chassa les Yuan de Chine. Il fonda la dynastie Ming, qui régnerait sur la Chine pendant près de 3 siècles. Les descendants de Kubilai Khan s'enfuirent vers les steppes de Mongolie, retournant à la vie nomade de leurs ancêtres après un siècle de règne impérial. L'Ilkhanat s'effondra encore plus tôt. La dynastie fondée par Ulgu ne survécut pas au XIVe siècle. Les derniers Ilkhans furent renversés par leurs propres vassaux dans les années 1330. Le territoire de l'ancien Ilkhanat se fragmenta en une mosaïque de petits États rivaux, gouvernés par des dynasties locales turques, mongoles ou persanes. Cette fragmentation persista pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un nouveau conquérant vienne réunifier temporairement la région. Ce conquérant était Tamerlan, ou Timur-Lam, le boiteux. Tamerlan n'était pas un descendant de Gengis Khan, mais il se réclamait de son héritage. Il épousa une princesse Gengis-Khanide et porta le titre d'émir plutôt que de Khan, reconnaissant qu'il n'avait pas le sang requis pour le titre suprême. Mais dans les faits, il agissait comme un nouveau Gengis Khan, conquérant un empire qui s'étendait de l'Inde à l'Anatolie. Ses méthodes étaient les mêmes que celles de son modèle, la mobilité, la terreur, les pyramides de crâne. Mais l'empire de Tamerlan ne lui survécut pas longtemps. Comme tant d'empires nomades avant lui, il se fragmenta à sa mort en 1405, divisé entre ses fils et petits-fils qui se firent la guerre pour les dépouilles. La Horde d'Or connut un déclin plus graduel. Elle resta une puissance significative pendant une grande partie du XIVe siècle, exigeant toujours le tribut des princes russes, lançant des raids dévastateurs contre ceux qui tardaient à payer. Mais elle aussi souffrit de la peste, des guerres civiles et de la fragmentation. Dans les années 1380, un prince de Moscou nommé Dimitri osa affronter les Mongols en bataille rangée et les vainquit à Koulikovo. Ce n'était pas encore la libération définitive, les Mongols revinrent et saccagèrent Moscou quelques années plus tard, mais c'était un tournant psychologique. Les Russes avaient prouvé que les Mongols pouvaient être battus. Au XVe siècle, la Horde d'Or se fragmenta définitivement en plusieurs khanats plus petits. Le khanat de Kazan, le khanat d'Astrakhan, le khanat de Crimée, le khanat de Sibérie. Ces États successeurs restèrent des acteurs significatifs de la politique régionale pendant des siècles, mais ils n'avaient plus la puissance de la Horde unifiée. Les princes de Moscou, devenus tsars de Russie, conquirent ces khanats un par un au cours du XVIe siècle, inversant finalement la relation de domination qui avait prévalu pendant 250 ans. Le khanat de Djagataï suivit une trajectoire similaire de fragmentation et de déclin. Divisé entre factions orientales et occidentales, déchiré par des guerres civiles, il cessa d'exister comme entité unifiée au XIVe siècle. Ces fragments occidentaux furent absorbés par l'empire de Tamerlan. Ces fragments orientaux, parfois appelés Mogulistan, persistèrent sous diverses formes jusqu'au XVIIe siècle, quand ils furent finalement conquis par la dynastie mandchoue des Qing. Ainsi s'acheva l'empire mongol, non pas dans une grande bataille finale mais dans un lent effilochage, une dissolution progressive qui prit plus d'un siècle. Les descendants de Gengis Khan régnaient encore sur des territoires épars, mais ces territoires étaient des fragments, des ombres de la grandeur passée. L'empire le plus vaste de l'histoire s'était évaporé, vaincu non pas par un ennemi extérieur mais par ses propres contradictions internes. Que reste-t-il aujourd'hui de l'empire mongol? À première vue, pas grand-chose. La Mongolie moderne est un petit pays enclavé entre la Russie et la Chine, avec une population d'à peine 3 millions d'habitants. C'est moins que la population de certaines villes chinoises individuelles. L'idée que les ancêtres de ces éleveurs de moutons et de chèvres aient un jour régné sur un quart de l'humanité semble presque absurde. Et pourtant, l'héritage mongol est partout, si l'on sait où regarder. Les frontières politiques de l'Asie contemporaine portent l'empreinte des conquêtes mongoles. La Russie, qui s'étend de l'Europe au Pacifique, doit en partie son existence aux 2 siècles et demi de domination mongole qui l'ont façonnée. L'autocratie des tsars, la méfiance envers l'Occident, l'expansion vers l'Est, tout cela peut être rattaché, au moins partiellement, à l'expérience du joug tatar. La Chine moderne, unifiant dans un même état des peuples aussi divers que les Han, les Tibétains, les Ouïghours et les Mongols, doit quelque chose à la dynastie Yuan qui a établi un précédent de gouvernance multiethnique. Les échanges culturels et technologiques facilités par la Pax Mongolica ont eu des conséquences durables. La poudre à canon, qui a révolutionné la guerre et contribué à la fin du féodalisme européen, a voyagé de Chine vers l'ouest le long des routes sécurisées par les Mongols. Les techniques d'impression, de fabrication du papier, de production de la soie se sont diffusées. Les idées ont circulé. Les récits de Marco Polo ont éveillé la curiosité européenne pour l'Asie, une curiosité qui a contribué, un siècle et demi plus tard, aux voyages d'exploration qui ont lancé l'ère des grandes découvertes. Même la peste noire, aussi terrible qu'elle fut,
a eu des conséquences transformatrices. En réduisant drastiquement la population européenne, elle a augmenté la valeur du travail, amélioré les conditions des paysans survivants, contribué à l'affaiblissement du servage. Certains historiens voient dans cette catastrophe démographique l'une des causes lointaines de la Renaissance et de l'essor de l'Europe moderne. Et cette peste, rappelons-le, s'est propagée le long des routes commerciales que l'Empire mongol avait créées. Gengis Khan lui-même reste une figure d'une importance mondiale, célébré par certains, vilipendé par d'autres. En Mongolie, il est un héros national, son visage sur les billets de banque, son nom sur l'aéroport de la capitale. Il représente l'âge d'or de la nation mongole, l'époque où ce petit peuple nomade dominait le monde. Cette fierté nationale persiste malgré, ou peut-être à cause de, la modestie actuelle du pays. Ailleurs, Gengis Khan est une figure plus ambivalente. Pour les descendants des peuples massacrés, persans, arabes, russes, chinois, il reste le bourreau, l'incarnation de la destruction aveugle. Les estimations des morts causées par les conquêtes mongoles, 40 millions ou plus, en font l'un des plus grands meurtriers de masse de l'histoire. Si l'on mesure en pourcentage de la population mondiale, aucun conflit ultérieur, pas même les deux guerres mondiales du XXe siècle, n'a été aussi dévastateur. Et pourtant, même cette destruction doit être mise en perspective. Les Mongols n'ont pas inventé la guerre, le massacre ou la terreur. Ils les ont pratiqués avec une efficacité supérieure, mais les civilisations qu'ils ont détruites n'étaient pas des utopies pacifiques. Elles avaient leurs propres histoires de conquête, d'exploitation, de violence. Les Mongols ont vaincu des empires qui avaient eux-mêmes été bâtis sur la violence. Ils ont appliqué aux civilisations sédentaires les méthodes que ces civilisations appliquaient aux peuples moins puissants. Il y a une certaine ironie dans le fait que les grandes puissances du monde médiéval aient été détruites par des nomades qu'elles méprisaient comme des barbares primitifs. La chute de l'empire mongol offre également des leçons sur la nature des empires en général. Tous les empires finissent par tomber. L'empire mongol, malgré sa puissance inégalée, n'a pas fait exception. Les causes de sa chute, la distance ingouvernable, l'assimilation culturelle, la perte d'identité, les rivalités dynastiques, les révoltes des peuples soumis, sont des causes universelles qui ont affecté tous les grands empires de l'histoire. Rome a connu des problèmes similaires. L'Empire britannique aussi. Et les superpuissances modernes feraient bien de méditer sur ces leçons. Une leçon particulièrement pertinente concerne la tension entre conquête et gouvernance. Les Mongols excellaient dans la conquête. Leur machine de guerre était peut-être la plus efficace que le monde ait jamais vue. Mais gouverner ce qu'ils avaient conquis était un défi entièrement différent, un défi pour lequel leur tradition nomade ne les avait pas préparés. Un empire ne peut pas être administré depuis le dos d'un cheval. Il faut des institutions, des bureaucraties, des systèmes de droit, des mécanismes de légitimation. Les Mongols ont emprunté ces outils aux civilisations qu'ils avaient conquises, mais cet emprunt même les a transformés, les a éloignés de leurs racines, a sapé la base de leur pouvoir. Une autre leçon concerne les limites de la terreur comme outil de gouvernance. La terreur mongole était efficace pour briser la résistance initiale, mais elle ne pouvait pas créer de loyauté durable. Les peuples soumis obéissaient par peur, pas par conviction. Dès que la peur diminuait, dès que les Mongols semblaient affaiblis, la révolte éclatait. Un empire bâti uniquement sur la terreur est un empire fragile, dépendant de la perception de force. Et aucune force n'est permanente. Enfin, l'histoire mongole illustre la dialectique éternelle entre nomades et sédentaires, entre la steppe et la ville, entre la mobilité et l'enracinement. Pendant des millénaires, les civilisations sédentaires ont craint les cavaliers des steppes. Ces nomades représentaient l'imprévisible, l'indomptable, une force de la nature humaine que les murailles et les armées ne pouvaient pas toujours contenir. Les Mongols furent l'apogée de cette menace nomade. Après eux, l'équilibre bascula définitivement. L'invention des armes à feu, le développement des États modernes, l'avancée de l'agriculture et de l'urbanisation réduisirent progressivement l'avantage des nomades. Aujourd'hui, les steppes eurasiennes sont peuplées d'agriculteurs et de citadins. Les nomades ont presque disparu, relégués aux marges de la modernité. L'empire mongol fut le dernier grand empire des steppes, le chant du cygne d'un mode de vie millénaire. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire des Mongols, prenons un moment pour mesurer ce que nous avons exploré. Nous avons vu un enfant abandonné dans les steppes glaciales, obligé de manger des rats pour survivre, qui devint le conquérant le plus puissant de l'histoire. Nous avons vu une poignée de tribus nomades, unies par un génie politique et militaire, bâtir un empire qui s'étendait sur 2 continents. Nous avons vu les horreurs de la conquête, les villes rasées, les populations massacrées, les civilisations anéanties. Nous avons vu la prospérité paradoxale de la Pax Mongolica, les routes commerciales sécurisées, les échanges culturels facilités. Et nous avons vu la chute inévitable, la fragmentation, l'assimilation, la disparition. Cette histoire nous rappelle que rien n'est permanent. Les empires les plus puissants s'effondrent.
Les conquérants les plus terrifiants sont oubliés ou deviennent des figures de légende. Le monde continue, transformé par ce qui s'est passé mais jamais défini définitivement par aucun événement ou aucun individu. Gengis Khan a changé le monde, mais le monde l'a également changé, absorbant ses descendants dans les civilisations qu'ils avaient conquises, transformant ses héritiers en chinois, en persans, en russes. C'est peut-être la leçon la plus profonde de l'empire mongol. La conquête seule ne suffit pas. Vous pouvez conquérir le monde, mais vous ne pouvez pas le garder. Vous pouvez détruire des civilisations, mais vous ne pouvez pas empêcher de nouvelles civilisations de naître de leurs cendres. Vous pouvez bâtir le plus grand empire de l'histoire, mais vos petits-enfants le perdront, absorbés par les peuples mêmes que vous avez vaincus. La seule permanence est le changement lui-même. Si cette exploration de l'histoire mongole vous a captivé, si vous voulez continuer à découvrir ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Chaque semaine, nous voyageons ensemble à travers le temps, découvrant les histoires que les manuels scolaires oublient souvent de raconter. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et dites-moi d'où vous la regardez. Je suis toujours fasciné de voir combien nous sommes nombreux, aux quatre coins du monde, à partager cette passion pour le passé. Et si vous avez apprécié ce voyage à travers les steppes et les empires, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, aime comprendre comment le monde est devenu ce qu'il est. L'histoire n'est pas une collection de dates et de noms à mémoriser. C'est le récit de vies humaines, de choix et de conséquences, de grandeur et de décadence. C'est notre histoire à tous, l'héritage que nous portons sans toujours le savoir. La prochaine fois que vous verrez une carte de l'Eurasie, pensez aux cavaliers mongols qui l'ont un jour unifiée sous une seule autorité. Pensez aux pyramides de crâne et aux caravanes de la route de la soie. Pensez à Gengis Khan, cet enfant abandonné qui devint maître du monde, et à ses descendants qui perdirent tout ce qu'il avait conquis. Pensez à l'impermanence de toutes choses humaines, même les plus grandioses. Car c'est cela, finalement, que nous faisons ici. Nous contemplons le passé pour mieux comprendre le présent et peut-être entrevoir l'avenir. Nous apprenons que les empires tombent, que les conquérants meurent, que les civilisations se transforment. Et nous apprenons que malgré tout, l'humanité persiste, s'adapte, continue. C'est la leçon des Mongols. C'est la leçon de l'histoire. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les couloirs du temps. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que même les plus grands empires ne sont que des instants dans la longue histoire de l'humanité.